Bien, je pense que ma voix porte, puisqu'il y a un peu d'écho, mais j'imagine que ça va pour vous. Tout d'abord, bonjour, et pour commencer, l'essentiel, remercier Georges Belmont, remercier Madame Garcia de m'avoir invité à vous parler de mon travail qui a fait l'objet de ce livre, qui s'appelle Mémoire de là-bas. Alors tout d'abord, quelques mots sur la méthode. L'objectif était de comprendre ce qui était passé ou non passé dans la mémoire de 3 générations de Pieds Noirs. La génération de mes parents, qui a presque totalement disparu, ma génération qui était adolescente, et la génération de mes enfants, nés en métropole. Pour faire ce travail, j'étais à la rencontre d'une 60aine de personnes, 62 très exactement, et le chiffre n'a jamais été calculé, tout au moins je le pense sincèrement. 62 personnes avec qui je me suis entretenu de manière profonde et intime, quelquefois avec certains pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. Des allers et retours à partir de leur entretien que je décrivais, que j'écrivais, que je leur transmettais, puis je repérais dans leurs entretiens, je repérais certaines ambiguïtés, certaines formes de non-dits, certaines contradictions, je les leur soulignais, je les rappelais, je leur demandais des explications et quelquefois ça a duré de très très longs mois. Il en est sorti ce livre qui sont donc les témoignages de 62 témoins, plus d'une 40aine d'autres qui ont communiqué par ailleurs sur mon blog. La plus âgée de ces témoins, maintenant décédée, comme presque la totalité de ceux de la première génération, et vous voyez, c'était il y a seulement 3 ans, ces entretiens. Le livre a été publié l'année dernière. La plus vieille avait 92 ans au moment de l'entretien, et la plus jeune avait 25 ans. Presque 70 ans qui séparent ces personnes. Alors voilà, c'est ce dont je vais vous parler, et pour vous en parler, je vais essayer de faire abstraction de votre présence, mais bien sûr que je pense à vous, pour essayer de me replonger dans cette espèce de climat qui a été le nôtre pendant ces entretiens, et je ne vais rien faire d'autre que de leur laisser la parole. Lorsque l'on veut s'entretenir avec des personnes de choses aussi sensibles, on n'arrive pas chez elles en leur disant « parlez-moi de là-bas, parlez-moi de vos souvenirs ». On va s'y prendre d'une manière autre. J'ai utilisé une méthode que les psychologues appellent une méthode projective. Ça veut dire que je vais amener mon témoin à se projeter dans la vie qu'il menait là-bas, quitte à revivre des événements, ou ceux qui ne les ont pas vécus, à se mettre dans la peau de leurs parents pour essayer d'exprimer la façon dont ils ont vu, comment leurs parents s'y sont pris. Alors, cette méthode, je vais donner 2 exemples. La première, c'est de dire, vers la fin de l'entretien, voulez-vous m'amener en Algérie ? Souvent, ceux de la première génération me disaient non, je ne peux pas, même si c'est un simulacre. Je vous en prie, donnez-moi la main, accompagnez-moi, ce n'est qu'un jeu, montrez-moi là où vous iriez si vous n'aviez qu'une journée à passer en Algérie. Et nous faisions le chemin ensemble.
Un autre exemple. Pensez à une photo prise là-bas. Mais il y en a des milliers. Non, une. Vous voyez celle-là. Vous la tenez. Parlez-moi de cette photo. C'est ce que j'ai demandé à Jean-Jacques comme à d'autres. Jean-Jacques avait 60 ans. Je revois des photos de rue de mon quartier à Bellecour, car nous allions peu dans le centre d'Alger. J'en revois une qui montre un arbre penché sous lequel se trouve mon oncle. On m'avait fait croire, enfant, que c'était moi qui avais fait pencher cet arbre à force de m'y appuyer. Jean-Jacques me dit de très belles choses, très touchantes, très intimes sur son quartier, sur le café de ses parents que l'on appelait le Nouveau Monde, parents et grands-parents espagnols. Et puis l'oncle disparaît du discours. Je reviens vers Jean-Jacques. Je lui demande de poursuivre ce qu'il a interrompu. C'était mon lieu favori, mon observatoire. J'y voyais l'intérieur du café et les passants de la rue. J'y découvrais le fameux Nouveau Monde et la guerre qui rôdait n'était pas encore là. L'oncle faisait partie de ce monde et si cet arbre penchait, c'était aussi peut-être parce que, avant moi, il s'y était adossé enfant. Sur la photo, il est contre l'arbre, habillé d'un costume. C'était rare, probablement un dimanche ou un jour de fête. Et Jean-Jacques ne va pas plus loin. Et nous reparlons de Bellecour. J'essaye de l'amener à parler de l'oncle et Jean-Jacques ne me parle pas de l'oncle. Je reviens vers lui une troisième fois. Il s'est passé près de 4 mois entre-temps. Au bout de moments de paroles superbes, il me dit ceci. Nous sommes finalement partis et le Nouveau Monde fut démoli. Ce fut notre premier exil et les événements nous rattrapèrent. Cet arbre existe toujours, mais pas l'oncle qui fut tué par les CRS en mai 1962 au cours d'un interrogatoire. J'avais alors 10 ans. Depuis, j'ai revu Jean-Jacques. Depuis, ces quelques mots qu'il n'avait pu dire pendant 50 ans lui ont permis d'aller sur Internet. Depuis, sur Internet, il a découvert la photo de son oncle sur une table blanche, le corps criblé de balles. Et puis, il est remonté jusqu'à la personne qui tenait le site, quelqu'un qui se trouve hier, dans le Var. Il l'a rencontré, et cet homme lui a raconté les derniers instants de son oncle. Depuis, Jean-Jacques a pris contact avec le fils de son oncle, son cousin Germain. Et depuis, ils se sont penchés vers leur passé. Vous voyez ? Ce sont des choses subtiles et difficiles. Alors, ce qui s'est passé pour Jean-Jacques, qui a reçu un terrible traumatisme, s'est passé pour beaucoup d'autres, même si le traumatisme ne s'est pas produit. Pourquoi ? Parce que comme me dit l'un d'entre eux, qui avait près de 90 ans, qui n'est peut-être plus de ce monde, il me dit ceci, s'en souvenir toujours et en parler jamais. 3 d'entre eux, j'ai choisi 3 d'entre eux de la première génération. Quand je dis première génération, ce sont les anciens. Voilà ce qu'ils me disent. Mes enfants nés en France sont plus intéressés que ceux nés en Algérie, qui ne veulent plus en entendre parler. Je ne sais pas pourquoi. Ils me disent « Maman, c'est fini, on a tourné la page, alors on n'en a pas parlé. » Peut-être parce qu'il fallait aller de l'avant, ne pas se retourner derrière nous. Le besoin de mémoire a sauté une génération. Mes petits-enfants sont plus intéressés par l'Algérie que mes enfants. J'écris depuis 4 ans pour eux, pour leur raconter ma vie. Des fois, ça fait mal d'écrire ce qui s'est passé à une certaine époque. J'arrête et je reprends plus tard. Je leur ferai la surprise, peut-être dans 1 an,
ou ils le découvriront après ma mort. Yvon, à près de 90 ans. Je garde tout ce qui concerne l'Algérie dans ce classeur. Tout, Internet, la presse, les communiqués, mes documents de guerre. Pour qui sont tous ces documents? C'est pour eux, tirés en 5 exemplaires, classés dans 5 chemises pour mes petits-enfants. Alors, s'ils ont envie de regarder, ils comprendront. Ces documents sont pour celui qui les veut. Le troisième est un anonyme qui a écrit sur mon blog. Je n'ai jamais pu en parler aux enfants, c'était trop dur. Est-ce qu'ils auraient compris ce que nous avons souffert? Je le regrette aujourd'hui parce qu'il est trop tard, parce que les enfants ont quitté la maison, et même aujourd'hui je ne le pourrais pas, sinon je pense que je me mettrais à pleurer devant eux. Les mauvais rêves dont je sors en pleurs de ne plus avoir 10 ans en Algérie, c'est pour moi, pas pour eux. Même votre livre, je souhaiterais qu'ils le découvrent par eux-mêmes parce que moi, il m'est trop difficile d'en parler. Si ça vient d'eux, peut-être, mais est-ce que cela les intéresse encore? Il y a quelque chose d'absolument dramatique dans ce que je viens de lire, au-delà de la douleur. Mais si on analyse les choses, voilà 3 personnages, les 2 premiers au moins, qui n'ont pas pu en parler à leurs enfants, qui laissent quelque chose pour leurs petits-enfants, qu'ils ne vont pourtant pas leur transmettre de leur vivant. Et ils vont laisser au hasard, au concours de circonstances, le soin de permettre de découvrir ou non leur histoire à leurs petits-enfants, ceux à qui ils ont destiné ces mots. Et c'est là l'extrême cruauté. Cette cruauté, c'est que ces personnes-là ne se sentent pas autorisées à parler. Un, deux, trois. Bon, pour l'ambiance, je suis désolé, c'est un peu loupé. Je voulais me replonger dans ce qui était... Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que sinon, je n'aurais pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Bon, soyons sérieux. Je détends ma propre atmosphère comme je le peux. Voilà, alors je disais donc... pourquoi? Mais 2 raisons. La douleur et la honte. Eh oui.
Ce sentiment étrange que l'on a qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Et l'on ne peut pas parler des choses dont on n'a pas le droit de parler. Alors, quand on ne peut pas parler, que se transmet-il de cette mémoire et comment passe-t-elle chez les jeunes générations? Cette mémoire est passée par les faits de tous les jours, ce que les sociologues appellent les habitus culturels, cette façon d'être en groupe, cette façon de se déplacer ensemble, cette façon de refaire andare et venir, ou de faire les arcades, ou de faire il passeggiato, de retrouver ses pique-niques, de se retrouver à table. L'Algérie était tout le temps là, omniprésente, dans l'ombre des consciences, même lorsqu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Et nos enfants l'ont perçu. Les choses se sont passées essentiellement à table. Manger, ce n'est pas seulement se nourrir. Manger, c'est communier. Communier au sens biblique du terme. Nous partageons, nous mangeons la même nourriture. Et lorsque je mange la mouna, c'est un peu de la pâte de ma mère que je suis en train de manger. C'est un peu de cette pâte de cet ancêtre lointain qui est venu d'Italie et qui faisait de la mouna à la fleur d'oranger qui était bien meilleure que celle qui venait d'Espagne et qui était beaucoup plus coriace, bien entendu. Ah, écoutez, les Oranais, hier, on n'a entendu que vous. Alors ici, c'est moi qui suis là, pas vous. Anne, jeune femme de moins de 50 ans, me dit ceci. On passait souvent les vacances chez mes grands-parents paternels, qui s'étaient installés près de Sifour. On y retrouvait le reste de la famille, oncles et tantes. Ma grand-mère faisait la cuisine, mon arrière-grand-mère faisait le couscous. C'était la fête. Ils se racontaient des anecdotes et des événements de là-bas, et nous, les petits, on écoutait. C'est à l'occasion de ces déjeuners que j'ai découvert l'Algérie. C'était l'ambiance pieds noirs, et c'était à cette occasion que leur racontait ce qui se passait là-bas. Les Arabes, les histoires, les bêtises, les repas, et surtout les beaux jours, les paysages et les copains. Bien sûr, une Algérie rêvée, celle qui regrettait, celle des jours heureux. Florence, elle, j'en reparlerai tout à l'heure, s'est exilée au Canada. Elle a moins de 50 ans également. J'aimais les repas de famille où l'on se retrouvait avec mes oncles, tantes et mes cousins. On mangeait des sardines, de la paella, du poisson, tout ce qu'ils avaient mangé en Algérie. C'était une sorte de communion qui me permettait moi aussi d'être heureuse. Et moi, enfant, ce que je goûtais, c'était le moment où mes parents étaient le plus heureux dans leur vie. Je goûtais leur bonheur. Ces enfants, nos enfants, pour beaucoup d'entre eux, et la plupart, même ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas en parler, ont donc le souvenir, sauf pour ceux qui ont été véritablement traumatisés et touchés dans leur chair, ont le souvenir d'un paradis perdu. Et alors, je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce que ce paradis perdu? Ce n'est pas de l'argent. La plupart d'entre nous vivions misérablement au départ, à peine décemment par la suite. Ce n'est pas le soleil. L'ensoleillement à Marseille est quasiment le même que l'ensoleillement de Philippeville. Ce n'est pas la mer qui est quasiment la même, ou en 62. Ce n'est pas le poisson qui manque, même si mon père me disait qu'il n'irait plus jamais pêcher à Toulon parce que le poisson n'avait pas le même goût que celui de Philippeville. Alors c'était quoi? La perte du lien social. Il faut savoir que mes témoins de la première génération, les plus anciens,
sont à 62% issus de mariages binationaux et de 13% de mariages trinationaux, ce qui fait au total 85%. Cela veut donc dire que pas plus tôt arrivés en Algérie, les pionniers ne sont pas restés dans leur niche de protection qui est la famille, mais se sont ouverts à d'autres, européens comme eux, chrétiens ou catholiques comme eux, avec qui ils ont fondé une famille. Si l'on prend maintenant ceux de la deuxième et troisième génération, ils sont à 63% issus de mariages binationaux et à 20% de mariages trinationaux. Donc quasiment tout le monde en Algérie est issu d'un croisement, d'un métissage méditerranéen. Et c'est dans ce métissage méditerranéen que nous avons puisé notre identité. Et le jour où nous avons quitté l'Algérie, c'est ce brassage culturel que nous avons perdu, que nous avons tout fait pour retrouver, et c'est là l'une des causes principales du traumatisme. Il n'y a pas que ça. La perte des racines. Les racines, on pourrait dire, c'est une image, une métaphore, qui est très belle d'ailleurs. L'arbre a un pivot qui va très profondément. Dès lors que l'arbre a eu un certain âge et que le pivot est descendu trop profond, on ne peut pas le déraciner, on ne peut pas le sortir de sa terre. Et si on le sort, il faut lui donner un soin extraordinaire. Et nous qui avons eu nos racines cisaillées, de quels soins nous a-t-on entourés lorsque nous sommes arrivés sur cette terre de France pour que nos racines de nouveau émettent quelques terminaisons qui aillent chercher quelque part la sève qu'ils n'avaient plus. Cela, aller au-delà de la métaphore, c'est deux témoins bien improbables qui me l'ont donné. Deux témoins qui n'ont pas été mais les témoins avec qui j'ai travaillé, que j'ai rencontrés tout à fait par hasard. Vous allez voir que ce qu'ils disent, eux, dont ils se disaient et ils me disaient qu'ils n'avaient pas de racines et qu'ils s'en foutaient et que l'Algérie était derrière eux, m'ont dit des choses invraisemblables. Je rencontre Yves par hasard le soir. Nous sommes invités, nous ne nous connaissons pas. Je suis dans ce travail d'interview, j'apprends qu'il est pied noir. Il est de plus de Philippeville, je ne le connaissais pas. On commence à parler. Il me dit que lui, il s'en fout, qu'après tout, il ne voit pas pourquoi je perds mon temps et que j'aurais mieux fait. Je ferais mieux de faire autre chose et de continuer mon travail dans mon domaine plutôt que d'aller me préoccuper de cette histoire-là. Et au cours de la discussion, est-ce que ce sont mes mots? Il vient de me dire quelque chose d'extraordinaire. Je lui dis, nous nous revoyons, j'amène mon micro et vous me redites cela. J'étais en vacances en Espagne à Benidorm, il y a une vingtaine d'années. Je visitais la région au hasard. Je suis arrivé à Tarbena, un village sur les hauteurs, à une vingtaine de kilomètres de la mer. Dès que j'y suis rentré, je l'ai trouvé très joli, plus joli que tous les autres. J'ai même dit à ma femme que je sentais que je pouvais y vivre, que je pouvais rester là. Elle a été surprise et m'a répondu qu'elle n'y resterait pas 48 heures. Moi, je m'y sentais mieux que dans les autres villages. Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment. Il y avait des maisons blanches bien peintes, d'un style un peu mauresque, avec des arrondis de partout et des petits drapeaux accrochés aux fenêtres. C'était très coquet, très propre. Les gens étaient gais, sympathiques, pas comme ailleurs. J'ai vu de beaux villages, mais aussi beaux, je me le demande. Ça ne me rappelait pourtant rien de connu. Mais je ne peux pas dire pourquoi, je me suis senti de suite très bien, heureux, apaisé. Comme si j'avais trouvé un souffle. C'était un village de l'intérieur, accroché à une montagne, avec rien qui ne m'était familier, moi qui ne me sens pas bien dès que je suis loin de la mer. En rentrant de vacances, j'en ai parlé par hasard à un vieil oncle. J'ai été stupéfait d'apprendre que nos ancêtres venaient de ce village.
Je suis chez un kinésithérapeute pour quelques soins. Il a un nom espagnol. Et je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je le sais. Je me mets encore une fois, parce qu'à cette époque-là, évidemment, j'étais vraiment là-dedans. Je lui demande s'il a vécu en Algérie. Il me dit non. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'a jamais d'ailleurs intéressé. Et puis nous parlons. Et il y a des gravures sur ces murs. Il peint. Et il peint un village. Je demande qu'est-ce que ça représente et où est-ce, où ça se trouve. Et cet homme qui s'appelle Pierre me dit quelque chose de tout à fait invraisemblable. Et de la même façon qu'à Yves, je lui dis, demain, pendant que vous me massez, racontez-moi cette histoire. Je faisais un stage de peinture dans l'Aveyron et je visitais la région. Je suis arrivé dans un village qui s'appelait Bruniquel. J'ai immédiatement ressenti une impression rarement eue, un sentiment de sérénité, de sécurité, de bien-être. J'ai été anormalement très bien dès lors que je suis entré dans ce village. J'ai même pensé que je pourrais y vivre. Oui, j'y ai pensé parce que j'y étais bien tout simplement. Quand je suis retourné chez moi, j'en ai parlé à ma mère. Et là, j'ai appris que c'était le village d'où était parti mon aïeul, dans les années 1840. Il portait le même nom, Bruniquel, comme le village. Certes, j'en avais entendu parler tout petit, mais je l'avais complètement oublié. Au retour de ce voyage, je n'ai pensé qu'à ça, y retourner pour y trouver du travail. J'en ai trouvé d'ailleurs, ça s'est passé assez rapidement, j'ai pris le temps d'y réfléchir, trop de temps, l'occasion est passée, elle ne s'est plus présentée. J'y suis toujours retourné plusieurs fois depuis, à chaque séjour, j'ai toujours le même sentiment d'être chez moi, je me sens chez moi, j'ai même pensé m'y installer avec ma femme. À qui Yves et Pierre vont-ils dire que les racines ne leur travaillent pas? Ils ont employé des mots, apaisés. J'ai questionné mes témoins de la troisième génération, ceux nés en métropole, ceux qui étaient retournés. Nicolas, 44 ans. Je me suis senti chez moi, car j'avais l'impression permanente d'avoir déjà vu ces paysages. Et j'éprouvais surtout un sentiment de bien-être, le sentiment que vous ressentez lorsque vous arrivez chez vous. Que vous vous dites « je suis chez moi, à l'abri », un sentiment de plénitude. Oui, chez moi, ce n'était que du bonheur. Yves y retournait aussi. Je dis y retourner, parce que tous m'ont dit qu'ils y retournaient. Ils n'ont jamais connu ce pays. J'ai eu l'impression de retourner sur les traces de mon passé, sur les traces de ma vie, de mes racines. C'était comme si j'étais déjà venu, et pourtant je n'y suis jamais allé. Je me suis promené sous les arcades et bizarrement, j'avais l'impression de marcher sur mes propres pas. J'ai éprouvé le même sentiment en regardant la mer, j'ai éprouvé un sentiment de bien-être, oui, apaisé. Alors, voilà maintenant que ces racines ont été cisaillées, non seulement pour nos pères, non seulement pour nous, mais les racines que nos enfants n'ont jamais eues, mais nos enfants ne sont que le prolongement de nous-mêmes, qui sommes le prolongement de nos parents et de nos ancêtres. Il y a entre nous une filiation, une forme de rapport à la terre. Ce sont nos racines, même si elles sont virtuelles. Ces racines ont été ajoutées au traumatisme. Alors le traumatisme, on va beaucoup en parler ici. Je vais essayer d'en décoder que la nature psychologique. Il s'est passé très peu de temps entre le 4 juin 58, c'est-à-dire le « je vous ai compris », et le discours sur l'autodétermination.
468 jours, ce n'est rien. Le temps d'un revirement. Au-delà des mots, il y a la façon de les dire. Pour la première fois dans l'histoire des Pieds Noirs, la mère patrie allait répudier ses enfants sans même un regard pour eux. Dans le discours sur l'autodétermination, il n'y a pas un mot pour les enfants. Or, dans les représentations des Pieds Noirs, qu'y avait-il? Il y avait ce sentiment que la France nous avait inculqué, pour des raisons qui n'avaient strictement rien de généreuses, qui étaient uniquement des raisons de nature politique et géopolitique et géoéconomique. On en parlera probablement, ce n'est pas mon objet. Et la France nous a dit, vous êtes notre fer de lance dans ce pays. Un discours que nous avons entendu, que nous avons accepté, et pendant 130 ans, les petits va-nu-pieds venus des quatre coins de l'Europe étaient les fers de lance d'un pays, c'est-à-dire les premiers de la classe. Les enfants préférés d'une mère qui brusquement, en 468 jours, allait les répudier sans même un regard pour l'enfant abandonné. C'est ça qui est une des terribles douleurs et qui explique encore aujourd'hui, au-delà de tout le reste et de tout ce que l'on a entendu et qui est bien présent, cette forme de ressentiment exaspéré qui sort des tripes des Pieds Noirs. Au-delà, il y a eu deux abandons, on va y reparler, le 26 mars 62 et le 5 juillet 62. On en arrive à l'Exode. L'Exode, je pense, et j'en suis sûr, au-delà de ceux qui ont, je maintiens toujours, au-delà de ceux qui ont perdu quelqu'un ou qui ont été blessés, meurtris personnellement. L'Exode, j'ai senti le drame de l'Exode parmi ceux de la première génération, chez ceux qui avaient fait le débarquement de Provence. Pourquoi? Il s'est passé 6270 jours entre ce jour de 45 où ils ont débarqué sur les côtes du Canastel pour aller à Toulon, La Valette et remonter comme ceci avec l'armée de Rhin et Danube jusqu'en haut de l'Allemagne. Il s'est passé 6270 jours. Pour l'historien, il n'y a pas de relation directe entre cette journée de 1945, de mois d'août, et ces journées de 1962, de mois de mai-juin. Dans la psychologie des êtres, il y a quelque chose d'important. 6270 jours, c'est moins de 18 ans. Rapportez-vous à ce que vous faisiez en 1995. C'était hier. Ce n'était pas une autre vie. Que s'est-il passé depuis? 3 fois rien et vous êtes là aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler de la Madeleine de Proust. Que se passe-t-il psychologiquement? Une odeur va percuter une structure archaïque de notre système nerveux central. Cette structure archaïque est celle qui perçoit toutes les sensations, notamment olfactives, et les perceptions, et qui est en relation avec un système qui est le système de l'émotion. Et brusquement, cette Madeleine ramène Proust
à un moment de sa jeunesse et il va momentanément être transporté dans ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé chez ceux qui avaient débarqué. C'est la même mer, ce sont les mêmes paysages, c'est la même couleur, ce sont les mêmes odeurs, c'est la même période, à la différence près qu'en 1945, ils étaient portés par une nation. Ils représentaient l'espoir d'une nation et ils étaient, eux, les enfants aux pieds nus venus d'ailleurs, les porteurs de la libération du pays, c'est-à-dire qu'ils avaient derrière eux le consensus social et étaient perçus comme des libérateurs. Et ces mêmes hommes, 6270 jours plus tard, c'est-à-dire rien dans une vie, perçoivent les mêmes émotions, ils sont portés par une autre forme d'angoisse parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien d'autre que des usurpateurs. Et là, le traumatisme est extraordinaire et quand on lit ce qu'ils disent, c'est tout à fait bouleversant, notamment lorsqu'on va leur demander de justifier qu'ils sont français pour pouvoir renouveler leur papier d'identité. Si l'on ne comprend pas cela, on ne comprend pas pourquoi vous êtes là et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, les enfants de la deuxième génération, c'est-à-dire nous-mêmes, il a fallu faire avec cela. Nicole avait tiré un trait sur tout cela. Elle est venue vers moi par le plus profond des hasards. Une amie d'une amie qui lui a dit de témoigner, et puis elle a témoigné. Lorsque les côtes ont disparu, mon père nous a réunis dans la cabine, et il nous a dit, avant, quand nous venions en France, nous étions en vacances, nous laissions de l'argent, nous étions les bienvenus, et nous étions bien accueillis. Maintenant, nous venons pour habiter là. Nous allons leur faire augmenter les loyers. Certains ont perdu des enfants pendant la guerre d'Algérie, donc ils nous en veulent. C'est tout à fait normal. Alors il faudra que toutes les agressions que vous recevrez, vous les rendiez par de la gentillesse. Et il faudra que vous appreniez à vous faire aimer. Il a rajouté, vous allez vous fondre dans la société et vous faire aimer. Surtout ne dites pas toujours en Algérie, en Algérie. Il faut vous fondre dans la société. Nicole s'est fondue dans la société au point de se diluer, totalement. Ce qui a été la source de traumatisme. J'ai revu Nicole l'année dernière à un rassemblement pieds noirs au Dramont, l'amicale des pieds noirs Philippe Villois et Constantinois. Et elle m'a dit ceci, d'avoir lu ce que je vous avais dit m'a fait l'effet d'une psychanalyse. J'ai compris que j'ai passé toute ma vie à vouloir me faire aimer. Et j'ai tellement voulu me faire aimer que j'ai épouvanté tous ceux qui m'entouraient. Et je n'ai jamais pu me faire aimer. Et Nicole a eu un drame conjugal, une rupture avec ses enfants, un éclatement total, et se retrouve, femme de mon âge, totalement isolée. Fabienne m'a dit des mots que je suis bien incapable de vous lire ici. J'ai pris ce qu'il me sera le moins difficile de vous lire. L'Algérie, c'est une image fixe et mouvante, couleur de ciel et de sable, sous une lumière aveuglante où j'entre toujours à mon insu, qui s'impose à moi et que j'interroge depuis toujours parce que je sais qu'en elle se trouve la clé de l'énigme, la mienne. L'Algérie, c'est à jamais mon pays étranger, mon pays de nulle part, mon mirage, mon Atlantide. Tout ce que nos pères, grands-pères, arrière-grands-pères avaient sué et construit serait englouti puis jeté dans les poubelles de l'histoire. Nous quittions un pays où nous étions nés, mais qui n'était plus le nôtre, pour rejoindre sur l'autre rive le giron de la mère patrie que nous aimions tant, sans savoir qu'elle nous recevrait à contre-cœur avec des cris de haine
comme des criminels, des fils indignes. Nous étions des amoureux éconduits. La France nous repoussait, regardait et regarderait toujours ailleurs, comme au-delà de nous. Français de là-bas, exilés en France avec les harkis, nos frères de douleur, nous n'étions plus de nulle part. Le dernier drame non perçu dans nos consciences de la perte de l'Algérie, c'est qu'il a fallu laisser là-bas nos disparus. Dans l'expression la valise ou le cercueil, il y a le premier degré. Je prends la valise ou c'est le cercueil. Mais il y a un second degré que j'ai perçu, que beaucoup m'ont exprimé. Si je prends ma valise, je laisse leur cercueil. Et ceci explique cette espèce de violence totalement incompréhensible qu'ont manifesté les Pieds Noirs lorsque l'on a voulu démembrer les cimetières. C'était plus que les sépultures qu'on profanait. C'était que l'on allait on montrait par là qu'ils auraient dû rester, ne serait-ce que pour s'occuper des dépouilles des anciens acquis. Et c'est le mot important que je voudrais qu'il reste de mon intervention, à qui nous devons fidélité. L'histoire des Pieds Noirs et de ce qu'elle sera ne peut là aussi se comprendre que si nous comprenons le rapport de fidélité qui nous lie à nos ancêtres. Lorsque je demande à ceux de la 3e génération de me prendre par la main, de m'amener dans l'Algérie de leur père, où pensez-vous qu'ils m'amènent en premier? Au cimetière. C'est totalement invraisemblable. Ils ont 25, 30, 45 ans. Mais qu'ils m'amènent aux plages. Mais qu'ils m'amènent dans les écoles, qu'ils m'amènent dans les maisons. Le cimetière est omniprésent. Yves me dit ceci: j'ai un devoir de mémoire à aller voir la tombe de mon grand-père, celle de ma sœur, de regarder, de respirer l'odeur des parfums, la couleur des choses. C'est un pèlerinage. Je ne sais pas l'expliquer. Il y a une grande sensibilité, un attachement très fort que je ne sais pas expliquer. Je le ressens comme si c'était des racines. Je ne sais pas expliquer cet héritage. Alexandra, la plus jeune de toutes, 25 ans, me dit ceci. Elle y est retournée, elle, avec sa mère. C'était très étrange. Je savais que tous les ancêtres dormaient à l'ombre des arbres sous lesquels je me promenais. J'avais très peur, une espèce d'angoisse lorsque nous avons commencé à parcourir les allées et que nous avons circulé parmi les tombes, car certaines étaient ouvertes, profanées, et je redoutais qu'il en soit de même pour la nôtre. Une fois arrivé sur le lieu probable de celle-ci, il a fallu gratter la terre pour retrouver la tombe. J'ai eu très peur, car le dessus avait été enlevé. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais trouvé un trou béant avec des ossements, mais dans notre malheur, la tombe n'avait pas été ouverte. La trouver là, dans sa tombe, c'était important car cela me permettait de constater que mes ancêtres étaient bien là, que ce n'étaient pas des histoires, que les miens étaient bien nés là, sur cette terre d'Algérie, que j'étais bien issu de là. Le deuxième type de fidélité, et qui explique pourquoi nous sommes là. Un instant, parce que ma bouche, l'émotion et le reste des dents est un peu sèche. Le deuxième type de fidélité, c'est la fidélité à l'égard des pères et des mères, c'est-à-dire des parents. Combien sont morts en arrivant ici?
il serait temps de faire une statistique qui évoluerait la nature de la mortalité, l'âge de la mortalité ou de la longévité de la vie dans les 5 années, hormis attentat, en Algérie, avant 62 et les 5 années après. Je pense qu'on y verrait de curieuses choses. Anne-Marie me dit ceci: mes parents et ma grand-mère sont rentrés sans rien. Ils avaient tout laissé. Ils ne parlaient pas de l'Algérie, alors que j'aurais tant voulu savoir. Ma mère s'est très mal adaptée, ma grand-mère est morte très rapidement du choc causé par le départ d'Algérie. Fabienne: on ne parlait pas de l'Algérie car le choc était trop grand. Mon grand-père n'en parlait pas non plus. Il est certainement mort du chagrin d'avoir quitté l'Algérie. Il est mort subitement d'une attaque à 65 ans. Un anonyme. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu que je révèle son nom. Ça, c'est quelqu'un que j'ai interviewé, mais qui n'a pas voulu que je révèle son nom. C'est ma mère qui a le plus souffert de notre départ. Cela lui a tourné la tête et il a eu de terribles migraines. Elle a pris beaucoup de médicaments. Elle disait que si elle souffrait à ce point de la tête, c'était parce qu'elle avait quitté l'Algérie. Elle avait perdu la tête et donc je ne pouvais pas en parler avec elle. Elle en est morte et c'est parce qu'elle n'est plus là que je ne peux enfin aborder ces choses-là. Je m'en rends compte en vous le disant. Bon, j'ai des tas d'autres exemples comme ça. Je n'ai pas été choisir mes témoins sur la base de la mortalité de leurs parents. Peut-être que, puisqu'ils avaient pensé que leurs parents étaient morts du fait d'avoir été transférés en métropole, qu'ils devaient témoigner quelque part. Ce n'est pas impossible. Mais le fait est, c'est qu'il y a eu un certain nombre de morts qui sont totalement inexpliquées. Quand bien même ces morts seraient explicables pour des raisons biologiques, il n'en reste pas moins que ces enfants, qui sont ceux de la 2e et la 3e génération, attribuent la mort de l'être cher au déracinement. À 1962. Et à la façon dont leurs parents ont été stigmatisés, refusés en 1962, et ils ont perçu leur traumatisme qu'ils ont identifié à une mort. Alors voyez, que ce soit le cas ou non, peu importe, c'est ce qu'ils ont perçu. Alors, la question que l'on doit se poser, que se pose un psychologue, est la suivante. Nous avions tous, 1re, 2e et 3e génération, les conditions pour fabriquer une névrose sociale. Nous aurions dû être des inadaptés socialement, incapables de nous organiser dans ce pays qui nous refusait. Curieusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Les statistiques, l'enquête Pieds Noirs 2002 qui a été faite montrait l'évolution sociale des Pieds Noirs entre 1962 et 2002, qui montre un rattrapage dans les 10 premières années par rapport à certains standards français et qui montre un début de dépassement. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons mieux réussi que ceux de notre âge n'ayant pas de racines Pieds Noirs. Je n'irai pas le dire, je n'ai pas de statistiques. Et je suis un scientifique avant tout. Mais je sais que nous avons au moins aussi bien réussi. Pour ma part, je pense que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si j'étais resté à Philippeville. Alors il faut chercher à comprendre. Et pour comprendre cela, il faut se tourner vers nos pères fondateurs. Il y a une psychogénéalogie. Cela veut donc dire que notre généalogie, le creuset dont nous sommes issus, va façonner notre psychisme, notre relation au monde, notre relation affective, émotionnelle et sociale. Et nous-mêmes et nos enfants avons puisé dans le message des pères fondateurs les raisons d'espérer dans un pays, quand bien même celui-ci n'accepterait pas que nous puissions y vivre correctement. Simone de la 1re génération,
Le fait d'être nous-mêmes des enfants d'immigrés nous a aidés à nous reconstruire. Nos anciens ont été courageux et nous ont montré la voie. On a fait comme eux. Les Pieds Noirs, c'est un peuple courageux qui est arrivé à force de travail. On a poussé nos filles, je voulais qu'elles réussissent. Roger, de la deuxième génération. Certes, on n'était pas des émigrés comme nos ancêtres maltais qui nous ont précédés. Eux, ils sont partis pour bouffer. Nous, on aurait pu être considérés comme des réfugiés politiques, mais comme eux, on a pris racine et on a oublié les problèmes matériels. Tout être humain est obligé de savoir d'où il vient, de rechercher ses racines, de connaître son identité. C'est l'histoire qui s'enchaîne et il faut savoir d'où l'on vient. On a travaillé, on a défriché et on a réussi. Je suis fier d'avoir fait partie de cette génération de Français qui, comme les pionniers, ont été obligés de quitter leur pays et qui se sont accrochés aux branches. Rémi, de la troisième génération. Pour moi, les Pieds Noirs disposent d'une forte capacité d'adaptation. Ce n'est quand même pas évident de s'intégrer dans un pays totalement nouveau. Je pense que cette adaptation vient du fait que nous sommes nous-mêmes des fils immigrés. Comment les choses se sont passées, je ne sais pas. Je sais juste que nous sommes ouverts. Voilà la force que nous avons tirée. Voilà ce qui nous permet d'avancer. Voilà ce qui nous permet de réussir. Est-ce que cela suffit-il ? Non. Il faut faire émerger ce qui est en nous. C'est ce qui est fait dans ce colloque. Mais ce qu'il faut faire émerger au-delà de la nature socio-politique de nos engagements, c'est la dimension psychologique de nos êtres. C'est essayer de comprendre psychologiquement quelle est l'aventure que nous avons vécue. Et comment l'aventure que nous avons vécue fait de nous ce que nous sommes et ce que nous allons être. Il faut d'abord parler. J'entends souvent beaucoup me dire « mes enfants ne s'intéressent pas à cela ». Très souvent, quand je dédicace mes livres, je dis toujours, je marque souvent « parlez-en en famille ». Et je dis aux personnes « laissez traîner ce livre ». Combien sont revenus pour me dire que finalement, leurs enfants en avaient parlé. Alors il y a une façon d'en parler. D'abord, important, ne soyez pas désespérés. Ne soyez pas désespérés. Vos enfants sont porteurs de votre héritage. Pour la plupart d'entre vous, vous avez été, dans le meilleur des cas, grande gueule, je le dis avec beaucoup d'affection, grande gueule en dehors de votre famille. Vous avez porté des messages, vous avez porté des drapeaux, vous avez mené des combats en dehors, dans des associations. Mais rentrez chez vous, pour la plupart, vous vous êtes tus. Et vous voudriez que les enfants qui ont observé leur mutisme, qui, comme dans les secrets de famille, ont appris que l'on ne devait pas parler de cela, qui ont appris à se museler, dont vous avez une part de responsabilité dans le mutisme, parce que c'est très difficile, pour toutes les raisons que l'on a dites, et vous voudriez que ces enfants parlent, ils ne le feront pas comme ça. Il faut trouver des déclencheurs. Alors, il me semble la première chose, c'est ne pas essayer de convaincre vos enfants d'une cause. Soyez militants dehors. Ne soyez pas militants avec eux. Le temps du militantisme est second. C'est une appropriation, c'est un combat que l'on mène ou que l'on ne mène pas. Revenez sur l'essentiel, sur l'étoffe de vos émotions, sur ce que vous avez vécu, de ce que vous avez perçu dans vos tripes. Ce que je dis là, j'aime le dire dans des endroits où on n'a pas l'habitude de l'entendre. J'étais il y a 15 jours à Montpellier, aux journées ouvertes sur la littérature du Maghreb.
Dans la salle, il n'y avait pas de pieds noirs. Dès que j'ai fini mon discours, la présentation, le premier m'a parlé de repentance et la seconde m'a dit en quelque sorte, en ces mots, écoutez, l'exil, les pieds noirs, mais il n'y a pas que les pieds noirs qui sont exilés, il y a des immigrés, algériens notamment. Moi, je ne donne de leçons à personne. Je fais part d'expérience. J'ai dialogué avec ces personnes, je ne les ai pas convaincus. Mais à l'issue de ma présentation, d'autres sont venus. Et m'ont dit on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas supposer. Cela veut dire que je ne milite pas, enfin, quand je m'entends, je finis par croire que je suis un militant, à ma façon. Je ne milite pas pour une cause. Je milite tout simplement pour que nous ayons droit à notre mémoire et que nos enfants puissent avoir droit à la mémoire. Uniquement. Alors, je dis, ne pas être militant avec eux et partager. Enfin, il faut parler pour soi-même. Se parler à soi-même. Chez ces enfants de la dernière génération, ceux qui m'ont bouleversé, ce sont les exilés volontaires ou involontaires. Florence vit au Canada. Je l'ai rencontrée un matin, derrière son écran, travaillait avec une webcam. Elle était belle. Elle avait tiré son chignon en arrière, curieux pour une Canadienne, et elle avait un collier de perles. Elle était très bronzée, très typée, espagnole. Je suis sûr qu'elle s'était faite belle pour parler de son Algérie. Elle m'a dit, au départ, quand on parle avec mes témoins, au départ c'est toujours très heureux, on parle de là-bas, et puis, comme j'ai l'art, ou plutôt le gros défaut, d'aller creuser là où les choses de la vie sont essentielles, les atmosphères deviennent lourdes. Et au bout de 6 mois passés avec Florence, où elle s'est rendue compte qu'elle s'était exilée par fidélité à ses parents, ses grands-parents, elle m'a dit ceci. Cette rencontre arrive à point nommé et me rappelle l'importance de prendre soin de mes blessures. Ce matin, c'était notre dernier entretien. J'ai pu sentir combien j'avais mal à mon passé et combien mon présent est chargé. Le vieillissement de mes parents et leur glissement dans la maladie me rendent l'éloignement plus difficile et plus douloureux que jamais. Dernièrement, j'ai rêvé que j'avais besoin de mon clan. C'était après que nous nous soyons entretenus. Tes questions ont été comme des graines semées dans le terreau fertile d'un passage à vide. Passage que j'avais peut-être tendance à vouloir dépasser au plus vite parce que c'est tellement inconfortable et déroutant. Après notre rencontre, je crois que je suis prête à envisager de traverser cette étape de ma vie en acceptant de la vivre avec plus de sérénité et en apprivoisant ma peine par les mots qui la définissent. Elisabeth avait 45 ans environ. Elle s'est exilée en Allemagne. À l'issue de nos entretiens, tout à fait bouleversants, où nous sommes arrivés progressivement là où il y a le nœud du problème, je lui dis, où elle me parle du traumatisme effroyable de ses parents, et je lui dis, mais pensez-vous qu'ils vous ont transmis leur traumatisme ? Elisabeth répond ceci. Je ne pense pas que ce besoin de retrouver mes racines soit en relation avec le traumatisme de mes parents. Je ne pense pas avoir récupéré leur traumatisme. J'écris l'interview, je lui renvoie. Je lui envoie. Elle me répond par mail. Une chose importante. Voyez ligne, elle me donne le numéro de la ligne,
et elle ne dit plus rien. Je sais ce que je vais trouver. Je pense que ce besoin de retrouver mes racines est en relation avec le traumatisme de mes parents. Je pense avoir récupéré leur traumatisme. Jem, Jaime, vivait en Argentine, à Buenos Aires. 28 ans, il a créé sa société. Le traumatisme est grand. Il avait un nom français, parce que son père était français. Il a fait des pieds et des mains pour changer son nom. Il a troqué son nom français par un double nom et il a mis en avant son patronyme, son matronyme, c'est-à-dire ce qui vient du côté de sa mère et qui est espagnol. Ça a été des démarches effroyables. Mais il ne me parlait pas de son traumatisme. Il était parti là-bas, bien, pour gagner sa vie. Vous verrez dans le bouquin, pour ceux qui le liront, comment il avance. Lorsqu'il a reçu le livre, il me dit ceci. Il m'a envoyé un mail. C'est le dernier que j'ai eu de Jaime. Je sais qu'il a quitté Buenos Aires. Et il dit, si tu savais les décisions que j'ai prises depuis que nous nous sommes parlé. Beaucoup de changements dans cette vie. Et en écrivant cela, je me dis que j'ai encore tout à faire ou à refaire. Parler est difficile. Il faut écrire quand on ne peut pas parler. Même si l'on écrit très mal. Peu importe. Il y a dans mon bouquin certains propos tenus par un exilé de la deuxième génération qui vit au Canada. Il m'a envoyé des centaines de feuilles, des centaines d'écrits. Quand on les lit comme cela, l'orthographe, la syntaxe, les temps des verbes, la forme est tellement insupportable que l'on ne peut que refermer. Je n'ai fait que corriger, je n'ai pas changé un mot. Je n'ai pas changé un mot. Je n'ai fait que faire ce travail de toilettage qui consiste à mettre la virgule où il faut, le point, changer le temps, et ainsi de suite. Ces pages, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Ces pages sont de la qualité de certaines pages de ce que j'ai pu lire dans Le Premier Homme d'Albert Camus. Je pèse mes mots. Je ne peux malheureusement pas les lire ici, pour des raisons qui tiennent à mon émotion. Gérard, concernant l'écriture, me dit ceci. Je n'ai fait que ça. Écrire pendant 2 ans. 40 ou 50 petites histoires. Des récits sur ma jeunesse en Algérie. J'ai utilisé l'écriture pour évacuer une forme de dépression. Un matin, je ne savais plus quoi écrire car j'étais arrivé au bout. Enfin, pour résilier, c'est un concept qui définit la capacité d'un individu à rejaillir de ses blessures. Pour résilier, il faut, dit Boris Cyrulnik, qui est celui qui a développé ces concepts en France, il faut faire quelque chose de sa blessure, il faut s'engager. Alors pas forcément dans des causes militantes du type de celles qui nous amènent ici. Ça peut être des causes humanitaires, ça peut être dans d'autres choses, dans des réflexions philosophiques, dans un engagement artistique, dans un engagement social et autres. Il faut donc faire quelque chose de sa blessure. Et je vais terminer pour m'adresser à ceux qui s'engagent
politiquement, pour défendre une cause. Pour dire ceci, ce type d'engagement nécessite une réflexion que l'on n'a pas forcément au départ de l'engagement. Pourquoi ? Parce que l'engagement fait suite au traumatisme, pas forcément des siens, mais de ceux perçus chez les êtres chers. Et c'est par fidélité à leur engagement que l'on va soi-même s'engager pour convaincre. Lorsque l'on s'engage, il faut savoir, il y a deux raisons qui guident un être humain, qui sont ce que l'on appelle les motivations. Ceci est valable pour toutes les grandes créations. Mon métier est de travailler avec des grands experts, des numéros 1 dans le monde, qui soient artistes créateurs ou qui soient sportifs. Et de comprendre comment ces individus peuvent devenir les premiers au monde. Quand on me demande de les caractériser, je dis toujours, la première qualité, si je parle d'un sportif, la première qualité, c'est d'endurer pour durer. Or, pour endurer, il faut être capable de faire face à ses échecs et de maîtriser, pour des champions, la victoire. Faire face à ces échecs, cela va dépendre de la façon pour laquelle on s'investit dans une tâche. L'on peut s'investir soit pour des motivations dites intrinsèques, c'est-à-dire celles qui relèvent de la satisfaction de notre ego, et qui souvent est le résultat d'un ego meurtri. C'est par fidélité, pour affirmer mon image de moi, pour affirmer l'estime de soi, pour avoir une position par rapport à ma communauté, que je vais m'investir. Cela permet d'avancer, mais attention, lorsque l'échec est là, et vous savez que le combat que tout le monde mène ici, soyons réalistes, n'a pas toutes les chances de réussir. Soyons réalistes, il faut accepter que nous allions au-devant d'échecs. De réussite peut-être, mais d'échecs certainement. Et si nous nous engageons dans notre activité pour des questions personnelles et d'ego personnel, alors l'échec est insupportable et on abandonne. Il y a un deuxième type de motivation que l'on appelle des motivations extrinsèques. Ces motivations extrinsèques, elles portent à la fois sur l'accomplissement dans le travail fait. Au bout du compte, j'ai fait un travail qui me convient, c'est-à-dire qu'il est à la hauteur de ce que j'espérais. Et d'autre part, la motivation extrinsèque est portée socialement. C'est-à-dire que, alors qu'il était bien évident qu'Hubert ne s'intéresserait jamais à la communauté pieds noirs et qu'il y a passé X années, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu lui prendre, alors qu'il avait 60 ans, eh bien, je me mets à être le porteur d'une réflexion qui amène mes compatriotes, ma communauté, à se plonger sur elle-même pour essayer de comprendre d'où elle vient, parce qu'elle ne le sait pas forcément, pour pouvoir savoir où elle va. Et il y a là une part sociale. Quand bien même échouerai-je, votre présence, votre appui, c'est ce qui me permet d'avancer. Donc il faut d'abord savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il y a une deuxième chose importante. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a un traumatisme, si l'on ne dépasse pas, nos structures psychologiques sont figées pour certaines à l'instant de ce traumatisme, qui a donc cristallisé quelque chose. Et la façon dont nous allons gérer les événements à venir en relation avec ce traumatisme
va être fonction de notre capacité à comprendre ce qui s'est passé. Or, beaucoup des porte-paroles de la communauté pied-noir, je ne donne pas de leçons, c'est le sens de ce que je lis, de ce que je vois, lorsque je vois passer les communiqués, les mots d'ordre et autres, se battent avec les armes qui étaient les leurs en 1962. Alors que la situation a changé. Nous sommes dans un autre contexte. La société a évolué. Et si nous sommes réactifs de la manière où nous l'étions en 1962, cela va nous faire perdre tout recul stratégique et nous sommes à tous les coups perdants lorsque nous interagissons à ceux qui, outre le fait qu'ils ont le monopole de la parole, ont les outils et les armes psychologiques qui permettent de nous mettre en défaut. Et là, il y a une réelle prise de conscience à avoir. L'incapacité des associations pieds noirs à se mettre d'accord sur l'essentiel est pour moi le signe d'une immaturité politique. Et cette immaturité politique vient du fait que le traumatisme n'a pas été dépassé. Alors, probablement que pendant ces 2 jours, on aura matière à réflexion, manière à savoir comment nous situer par rapport à cette histoire. Je n'ai parlé que de mémoire, mais aussi de notre mémoire, parce que c'est là l'essentiel. Et c'est, si je suis quelque part un militant, je suis un modeste militant de la mémoire. Je vous remercie.